Bienvenue à nouveau dans la salle 2 pour les sessions de l'après-midi. Et donc notre premier présentateur, ça sera Mathieu Damour de Scalian, qui va nous parler d'intelligence artificielle, de drones, de taxis autonomes, donc de truc du presque futur, mais on n'est pas loin. Pas loin. Merci beaucoup. Donc effectivement, merci à tous d'être soit venus, soit connectés pour assister à cette présentation sur l'IA dédiée à l'anticollision en vol et en particulier sur la certification de l'intelligence artificielle. Donc pour me réintroduire rapidement, je m'appelle Mathieu Damour, je suis responsable de l'entité Data Consulting chez Scalian, entité qui a vocation à produire et industrialiser de l'intelligence artificielle. Alors aujourd'hui, je ne suis pas là uniquement pour présenter la cascade Scalian, mais aussi celle de Deal. Alors j'étais venu il y a 2 ans à DataQuitaine présenter le projet Deal. Deal, pour rappel, c'est un projet qui est né d'une volonté gouvernementale. En tout cas, c'est le cas pour les instituts interdisciplinaires d'intelligence artificielle qui sont nés il y a quelques années, donc les 3 IA. Et en l'occurrence, le projet Deal, dont je vais te présenter un des travaux, est porté par le 3 IA Anity de Toulouse, qui est né donc en 2019 avec donc le projet Deal est né en 2019 avec 30 millions d'euros de budget, 27 partenaires industriels, académiques, institutionnels, 2 pays, le Canada et la France, et en l'occurrence Scalian met à disposition 2 personnes pour ce projet. Les différentes problématiques qui sont adressées par le projet Deal, elles vont tourner autour de la certification, comment certifier l'intelligence artificielle dans des fonctions critiques, le pilotage de véhicules autonomes par exemple, là aujourd'hui il n'y a pas de process de certification qui existe pour adresser ce besoin. Donc on va retrouver différentes questions qui sont adressées à l'écran, notamment finalement comment garantir que un système basé sur du machine learning apporte les mêmes gages de sûreté qu'un système classique, qui lui pour le coup est certifié de longue date. Pour traiter ces problématiques, on a décidé au sein du projet Deal de scinder les différents partenaires en équipes, en sous-équipes en tout cas, qui vont chacun adresser un cas d'usage particulier, un sujet un peu joué, pour concrètement adresser le besoin. Et en l'occurrence, c'est l'un de ces sujets que je vais vous présenter, un sujet autour d'un système anti-collision qui fonctionne de façon classique aujourd'hui sur des drones et qui demain pourrait être remplacé par un système basé sur du machine learning. Il s'agit donc de l'ACA-6U, sur lequel je vais revenir dans un instant. Donc l'ACA-6U, c'est un variant d'un système existant qui s'appelle l'ACAS-X, qui est un système anti-collision universel qu'on le retrouve dans le milieu aéronautique, donc qui équipe les avions concrètement, et qui permet de vérifier que lorsque plusieurs appareils sont dans le même espace de vol, que les trajectoires qui sont proposées par ces différents appareils évitent naturellement toute chance, entre guillemets, de collision. L'ACA-6U fonctionne de la même façon, en tout cas sur la même fonction, mais pour les drones et les taxis autonomes. Alors, je le répète, ces travaux que je vais vous présenter aujourd'hui, ce ne sont pas ceux uniquement de Scalian ou ceux de mon équipe. C'est un travail d'équipe qui a été porté par la DGA, l'IRT Saint-Exupéry, Collins Aerospace, Airbus, Thales, Apsys et l'ONERA. Ces travaux qu'on a menés qu'on a lancés à peu près en 2020-2021, se concrétisent par la publication d'articles. Donc, on en a publié un à la conférence FComp 2021 à l'automne dernier, et vous retrouverez 2 nouveaux articles à la conférence ERTS 2022 en juin. Donc concrètement, je vais vous parler un peu du contenu de ces articles aujourd'hui. Donc une généralité avant de se lancer dans le vif du sujet sur l'ACA-6U. L'ACA-6U, c'est un système anti-collision, comme je viens de le dire, qui se veut être collaboratif, enfin coopératif ou non coopératif. C'est-à-dire que si l'un des 2 appareils n'est pas pourvu du système en question, l'autre système prendra l'information et traitera la trajectoire de manière à ce qu'on soit certain qu'il n'y ait pas collision. Si les 2 appareils sont équipés, 2 ou plus appareils d'ailleurs, sont équipés de ce système, les trajectoires en tiendront compte. Comment ça marche concrètement? Donc ça fonctionne sur la base de ce qu'on appelle des lookup tables, donc des matrices de coûts. Imaginez un ensemble de matrices numériques qui contiennent donc des valeurs qui ont été calculées par le MIT selon une fonction dont on n'est pas propriétaire, dont on n'a même pas l'accès, donc on ne sait pas exactement comment elles ont été calculées. Mais en tout cas, ce sont ces tables qui sont embarquées en vol, donc pour une empreinte mémoire de 4 gigas, et qui, face à chaque pas de temps, en face de plusieurs paramètres sur lesquels je vais revenir dans un instant, en face de chacun des paramètres, va proposer une sortie qui est la moins coûteuse, entre guillemets, c'est-à-dire celle qui propose la trajectoire, la décision de trajectoire, qui offre le moins de chances, entre guillemets encore une fois, d'arriver à une collision, au regard des caractéristiques du moment T. Et c'est ce système-là qui est embarqué. Donc. Les différentes... alors, j'ai pas pris mes lunettes, donc je vois pas exactement ce que j'ai marqué sur mon écran, mais vous le voyez mieux que moi. Les différents paramètres que vous avez en entrée, vous les avez affichés à l'écran. Donc, très concrètement, vous retrouvez la distance entre les 2 appareils à chaque pas de temps. Vous retrouvez le cap des appareils. Vous retrouvez le cap avec un angle relatif à l'appareil de référence, donc ce qu'on appelle le honor. On retrouve
ici à l'écran un intruder, donc un intrus de l'espace de vol, mais on peut en avoir plusieurs. Enfin bref, il y a plusieurs caractéristiques qui sont définies à chaque pas de temps, qui sont remontées par des capteurs, qui sont en entrée de ce système classique de table. Nous, ce que l'on veut faire concrètement, c'est prendre les mêmes entrées, sortir les tables, mettre un système basé sur du machine learning à la place, et en sortie, avoir les différentes propositions de trajectoire que vous avez à l'écran, qui correspondent à ce que le système classique fait déjà. Clear of conflict, donc en gros, on peut continuer à aller tout droit, pas de souci, ou alors aller légèrement vers la droite ou vers la gauche, ou aller franchement vers la droite ou vers la gauche. Et cette décision est prise à chaque pas de temps, au regard de l'évolution des paramètres. Alors les challenges qu'on va adresser, et c'est là où je regrette de ne pas avoir pris mes lunettes, les trois grands challenges que l'on va adresser pour ce sujet-là, ça va être comment certifier, quel process va-t-on pouvoir suivre, un process qui se veut être innovant puisqu'il n'existe pas, pour démontrer que notre approche machine learning based pourra être certifiée. Ensuite, on va se demander finalement comment arriver à un système qui apporte les mêmes garanties de sûreté que le système classique, mais qui soit plus performant, qui apporte des avantages, parce que s'il n'y a pas d'avantages, il n'y a pas vraiment d'intérêt à développer un nouveau système. Et enfin, on verra comment utiliser la simulation pour faire de la validation et comment on reposera également sur la vérification formelle pour apporter les preuves que notre système est bien aussi sûr qu'on le prétend. Donc voici un peu les trois grands challenges qu'on a eu à traiter dans ce projet. Alors je vais devoir aller assez vite sur chacun d'entre eux, eu égard au temps dont je dispose, mais le premier d'entre eux, c'était donc comment certifier. Là-dessus, on a pu se reposer sur l'expertise et le savoir-faire, notamment des acteurs de l'aéronautique qui savent de longue date suivre des longs processus de certification, et notamment sur un process qui est sorti il y a quelques années qui s'appelle les assurance case, qui concrètement repose sur une association argument-preuve, donc un argument, une propriété dont on souhaite prouver que notre système est équipé, et la preuve justement qui démontre que la propriété est bel et bien portée par notre système. Alors concrètement, si on regarde le schéma qui est affiché à l'écran, ce qu'il appelle une notation de Toulmin, on va partir d'une hypothèse, non pas au sens de la supposition, mais plutôt du fait que l'on tient à vérifier. Et je ferai un exemple après pour que ce soit plus clair. Donc l'hypothèse, on va vouloir la transformer en conclusion concernant notre système. Pour faire cette transformation, on va s'appuyer sur un raisonnement assez simple, mais c'est ce raisonnement qui va être soutenu, appuyé par la preuve, et souvent la preuve formelle. Et lorsqu'on va pouvoir présenter à un certifieur que notre hypothèse de départ, on a pu la transformer en une conclusion grâce à un raisonnement lui-même appuyé par une preuve, eh bien on est capable de dire que notre propriété, elle est bien portée par notre système. Sauf, et c'est là où ça peut être amusant, sauf qu'on en a un contre-exemple quand on a ce qu'on appelle un défiteur, donc un contre-argument qui va venir mettre à mal notre démonstration. Et donc finalement, lorsqu'on arrive à un défiteur, il va falloir qu'on redémontre qu'on est capable de tenir compte de ce contre-exemple pour assurer que tout notre système est bien robuste. Oui, en PDF, je vois qu'il manque un exemple, donc je vais le faire à l'oral, c'est pas grave. Imaginez que vous vouliez démontrer que vous avez une plateforme qui héberge de la donnée et que vous voulez démontrer que votre donnée est chiffrée et donc sécurisée. Vous allez pouvoir vous reposer. L'hypothèse, c'est que si j'utilise une clé AES 128 bits, ça devrait suffire pour chiffrer mes données. Avec une clé de ce type-là. Et la conclusion que vous voulez démontrer, c'est que votre donnée chiffrée est bel et bien sécurisée sur votre plateforme. Le raisonnement, c'est qu'une clé 128 bits, ça devrait être suffisant pour faire cette sécurisation de la donnée. La preuve, le soutien en tout cas, c'est que la clé AES 128 bits, c'est la norme. C'est un standard international qui a été défini, qui a été éprouvé et sur lequel on peut s'appuyer pour faire un chiffrage de qualité. Donc, eu égard à ce standard, on peut considérer qu'avec une clé AES 28 bits, notre système est bien robuste, sauf si on vole la clé. Donc là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut démontrer qu'on ne peut pas voler la clé AES en question, et on part à nouveau sur un nouvel enchaînement de preuves. Et finalement, on arrive à une vue telle que celle-ci, avec une succession, une arborescence excessivement complète, et ça, c'est un document de certification en soi, on peut dire, où on va pouvoir démontrer pour chaque case quel a été le raisonnement, la preuve qui a permis de démontrer que tout notre système est bien robuste à tous les risques qu'on a pu envisager sur une fonction donnée. Et cette approche-là, donc les assurance case, donc c'est ce que je vous affiche actuellement, c'est ce que nous avons voulu appliquer à notre cas d'usage autour de la CASIXU. Donc concrètement, on a voulu l'appliquer sur une partie de notre périmètre, puisqu'il faut bien qu'on se limite à certaines choses pour démontrer déjà notre approche.
Et donc, au-delà de l'approche classique, qui est toujours très bonne à prendre, une approche dite ascendante-descendante, on va vouloir vérifier que pour une fonction donnée, la spécification qui en découle répond bien à cette fonction et que le code qui a été produit répond bien à des spécifications, donc c'est cet aspect ascendant-descendant de la vérification. On va en plus appuyer, dans notre cas à CASIXU, ce qu'on appelle les learning assurance, donc démontrer qu'à la conception de l'algorithme de deep learning sur lequel je vais venir dans un instant, on a choisi l'architecture, le mode d'apprentissage qui est le plus cohérent et le mieux argumenté possible au regard de notre besoin. Ensuite, on va faire une étape de vérification formelle, j'y reviens dans un instant, et enfin, on va valider par de la simulation. Et avec ces 3 étapes-là, on appuie, on fournit les arguments nécessaires pour que notre assurance case soit complète et nous permettre demain, je l'espère, de certifier le système dont je vous ai parlé. Donc assez rapidement, les learning assurance, concrètement, lorsqu'il a fallu se poser la question sur quelle architecture de réseau de neurones, en l'occurrence, on partait pour apprendre des tables d'origine pour avoir un système qui singeait ce système classique. Il y avait plusieurs approches possibles. Est-ce qu'on prenait une multitude de réseaux de neurones qui étaient dédiés chacun à un périmètre des tables? Est-ce qu'on partait sur un seul gros réseau de neurones qui apprenait de l'ensemble? Enfin bref, il y avait toute une stratégie d'apprentissage qui a été mise en place. Pareil, est-ce qu'on entraînait sur l'ensemble des tables, donc l'ensemble des valeurs numériques qui étaient disponibles, ou est-ce que de façon classique en machine learning, est-ce qu'on splitait notre dataset pour faire du train valid test tout à fait classique? Enfin bref, il y a toute une stratégie qui a dû être mise en place et qui est décrite dans la phase learning assurance de la certification. La partie vérification, elle a levé un problème, et je vais creuser dans un instant, c'est finalement comment est-ce qu'on démontre finalement que notre système de réseau de neurones a formellement le bon comportement par rapport à une fonction attendue. Et cette question-là, face à des certifieurs à l'international, elle n'a pas de réponse. On s'est penché notamment, on a discuté avec les instances de certification américaines et avec le MIT. À ce stade, on n'a pas de réponse à cette question. Donc il fallait un peu réinventer, inventer nous-mêmes ce qu'on pouvait faire. Dans la littérature, il y a un article sur lequel on s'est inspiré pour lancer tout ça. L'article en question proposait de vérifier que les réseaux de neurones, les 45 réseaux de neurones, respectaient 10 grandes propriétés autour de la CASIXU. C'est-à-dire, par exemple, face à telle caractéristique à tenter, il faut absolument que le coût associé à la direction va tout droit porte telle valeur, ou en tout cas soit en dessous de. Bref, une grande propriété qu'on est capable de vérifier. Mais ça ne suffit pas pour démontrer que sur l'ensemble de l'espace d'entrée du réseau de neurones ou des réseaux de neurones, les décisions seront correctes. Donc il a fallu innover et sortir du cas de ces 10 propriétés pour aller plus loin. Alors comment on a fait ça? Donc pour démontrer qu'on est sur un système qui apporte les mêmes gages de sécurité que le classique et qui est plus performant. L'article que je viens de mentionner, c'est l'article Reluplex qui est sorti en 2017, donc qui a proposé de remplacer la CASIXU par 45 réseaux de neurones fully connected en 6 couches de 300 neurones par couche, ce qui a permis de passer d'un système qui pesait 4 gigas sur l'empreinte mémoire, donc les tables classiques, à 3 MO pour les 45 réseaux de neurones. Donc déjà, il y a un énorme gain sur l'espace de stockage qui est embarqué sur les drones ou sur les taxis aériens. La différence entre cet article et l'approche qui a été la nôtre, c'est que cet article repose sur la validation d'un ensemble de propriétés, 10 propriétés, et nous, on a voulu sortir de cette approche-là pour tenter quelque chose d'autre qui respecterait notre approche de certification. Concrètement, on est parti sur une approche hybride qui dit on part du principe qu'un réseau de neurones, c'est un bon approximant, c'est une approche qui permet de bien généraliser sur un certain espace d'entrée, mais en revanche, ça ne permet pas de couvrir parfaitement, de reproduire à l'identique l'intégralité d'un espace d'entrée. Donc on sait que notre fonction réseau de neurones va plus ou moins bien reproduire la fonction d'origine qui nous est inconnue, je le répète, la fonction qui a permis de calculer au MIT les tables d'origine, mais que sur certains espaces d'entrée, on aura une défaillance, on aura une réponse qui ne sera pas cohérente par rapport à notre système d'origine. Donc on se dit, on va se reposer sur le système réseau de neurones dans un certain nombre de cas, et là où ça ne fonctionne pas, on va reposer sur ce qu'on appelle un safety net, qui est donc une sous-partie des tables d'origine que l'on garde par sécurité, pour venir contrebalancer les mauvaises performances entre guillemets du réseau de neurones sur certains espaces d'entrée. Et pour faire ce safety net, ce que l'on a fait, c'est reposer sur de la vérification formelle de sous-espaces de notre domaine d'entrée. Donc on a décomposé toutes les
toutes les entrées possibles, donc l'ensemble des paramètres que je vous ai présentés tout à l'heure en introduction, on les a décomposés en un peu plus de 300 000 box virtuelles p-dimensionnelles pour lesquelles on a regardé quelle était la sortie pour les tables classiques lookup table et quelle était la sortie pour le réseau de neurones. Lorsque la réponse est la même des deux côtés, on considère que notre réseau de neurones a bien appris sur cet espace, ce sous-espace, et on passe à la box suivante. Et les boxes qui ont été identifiées comme étant unsafe avec le réseau de neurones, celles-ci, on va les conserver et on va toujours se reposer sur ce qu'on a comme table pour donner la réponse à cet espace d'entrée. Et avec cette approche-là, on arrive donc à garantir que l'intégralité de l'espace d'entrée dégage les mêmes gages de sûreté que le système classique, mais on retire de l'équation une énorme partie des tables d'origine pour avoir in fine un système qui est beaucoup plus léger. Alors malheureusement, vu que c'est encore on est encore dans la rédaction des articles que j'ai mentionnés tout à l'heure, je ne peux pas vous donner les chiffres exacts pour l'instant, mais on est sur un système qui est de l'ordre de 1000 fois plus léger que le système classique de 4 Go, avec les mêmes gages de sûreté. Donc de ce côté-là, on était plutôt satisfait de notre approche. Donc la suite, une fois qu'on a utilisé de la vérification formelle pour démontrer la viabilité de notre approche, on va utiliser la simulation pour présenter une autre couche de gage de confiance sur notre approche. Donc on a développé un simulateur. Alors un simulateur, ça a été pour nous un outil de vérification visuelle, déjà de pouvoir jouer avec différents paramètres d'entrée, différents appareils, etc. Et de s'assurer que lorsqu'on compare les performances du système classique et du système hybride, de vérifier si le système hybride se comporte tel qu'on l'attend, et surtout au-delà du côté safe-unsafe propre à la vérification formelle, on va pouvoir vérifier si sur certains KPI, on a des gains de performance sur le nouveau système. Et c'est ce qu'on a remarqué finalement avec la consommation énergétique. L'aspect approximant des réseaux de neurones fait que, si je reviens un peu en arrière, ce que vous avez comme graphe en haut ici, vous avez à gauche en rouge et bleu, donc vous avez les frontières de décision finalement de trajectoire en fonction des paramètres d'entrée. Donc vous avez un appareil qui est représenté au centre de chacun des carrés. Cet appareil, donc c'est l'appareil dans lequel vous êtes éventuellement monté, et on vous dit que si par exemple un appareil adverse vient depuis le segment, enfin la partie en haut à droite du carré, notre appareil prendra une décision de tourner fortement vers la gauche. Et c'est représenté par cet espace rouge. Du moment qu'un appareil adverse rentre dans cette zone-là, on prend la décision de tourner franchement dans telle direction. Si vous regardez la différence entre les cartes qui sont produites entre les lookup tables et le réseau de neurones, on constate qu'il y a un effet excessivement lissé, smooth, lisse des réseaux de neurones. Et donc, on a des frontières de décision qui sont beaucoup plus lisses finalement que le système classique. Et ça se retrouve dans les trajectoires de vol qui vont être générées lors de la simulation et finalement dans la consommation de carburant ou d'énergie, peu importe, que l'on va avoir à la sortie d'un vol qui a dû subir des corrections de trajectoire eu égard à l'anticollision. Et on a retrouvé que notre système permettait d'avoir un gain de performance de ce côté-là, une diminution du coût énergétique au vol. Donc voilà, on retrouve cet aspect performance des réseaux de neurones via la simulation. Ça a facilité les échanges entre les membres de l'équipe, puisqu'on a des personnes qui viennent de l'apprentissage IA, on a des personnes qui viennent de la certif, on a plein de secteurs différents, et donc du coup c'était très bien d'avoir ce genre d'outils pour pouvoir échanger entre nous. Ça donne la possibilité à d'autres personnes externes de jouer avec, etc. Enfin bon, c'était un outil assez intéressant, ça prend cette forme-ci. Donc ça a été développé en Python avec Dash et Plotly. Concrètement, vous retrouvez sur la gauche de l'écran, ici et ici, les trajectoires jouées par le système classique et le système hybride, avec sur la partie droite de l'encart la répartition, la distribution des corrections qui ont été apportées sur la trajectoire. Vous avez également ici la possibilité d'avoir le suivi de la distance entre le owner et l'intruder dans chacun des deux cas, donc le cas classique et le cas modèle hybride, et donc de voir un peu la performance de rapprochement et d'écart des deux appareils en vol en fonction qu'ils sont équipés du système classique ou du nouveau. Ça c'est intéressant et on voit qu'il y a une vraie différence entre les deux. Sur l'animation ici, je vais aller assez vite parce que je sais plus, bon, il me reste encore une dizaine de minutes. Donc sur l'animation, quoique non c'est un PDF donc c'est pas animé forcément. Bref, c'est dommage, vous n'aurez pas l'animation qui va avec, mais c'est un outil qui permet en tout cas de paramétrer sur cette vue-ci
une simulation en particulier, donc en rentrant des paramètres de vitesse, d'angle, d'attaque, de différenciation de cap, etc., etc. Et donc avec ça, de jouer une simulation. Et ensuite, on peut travailler sur la simulation via les graphiques que je vous ai présentés précédemment. Et on peut également, ce qui est assez intéressant, c'est envoyer des batchs entiers de cas de test qui sont joués par ce simulateur. Et à la fin, on obtient donc ce que vous avez maintenant à l'écran, des KPI en tout cas sur l'ensemble du batch et la possibilité d'avoir le détail sur chacune des simulations de ce batch-là. Et grâce à cette approche de simulation, donc, on a pu compléter la vision de notre approche certifiante et donc s'assurer que même dans des cas assez spécifiques, même qu'on ne rencontrerait pas dans la vraie vie, dans tous les cas de notre domaine d'entrée possible, notre modèle hybride répond bien de la façon dont on s'attend à ce qu'il doit répondre. Voilà. Donc, bon, je passe, c'est un peu ce que je viens de vous raconter. Ce que vous avez à l'écran désormais, c'est un extrait du premier article qu'on a produit. Donc, c'est l'arborescence que je vous ai montré tout à l'heure en démonstration. C'est l'arborescence d'assurance case liée à notre travail. Donc, vous voyez un peu la forme que ça peut prendre. Chacun des cadres contenant une information donc, de type argument, contre-argument, preuve, etc. Et concrètement, les challenges qui nous attendent là-dessus, c'est d'aller au-delà du périmètre qu'on a voulu certifier et sur l'ensemble de notre système, être capable de certifier l'ensemble et de présenter cette certification. Donc concrètement, c'est, sans vouloir trop teaser, c'est là-dessus que porte l'un des 2 articles qui sera publié à l'horizon du mois de juin. Pour conclure, et vous laissez peut-être éventuellement le temps de réagir, donc la conclusion de ce travail, ça a été de proposer, si vous imaginez que dans peut-être 2-3 ans, vous montrez dans un appareil de type taxi autonome, sachant que la technologie est prête, ce qui manque, c'est justement ce travail-là, c'est la certification qui permet de dire aux utilisateurs finaux et au gouvernement que l'on peut mettre ce genre de matériel sur le marché et que c'est sûr pour le public. Donc, si vous montez dedans, vous pouvez vous dire qu'il est éventuellement équipé d'un système hybride qui vous apporte tous les gages de sûreté sans pour autant trop consommer les ressources de calcul et les ressources de stockage qui sont embarquées dans l'appareil, ce qui vous permettra peut-être de profiter d'une meilleure expérience utilisateur, de regarder Netflix pendant votre vol, par exemple. Pour prouver, pour apporter les preuves que notre système est robuste, vous pourrez vous dire qu'il y a un système assurance caisse qui a été mis en place pour démontrer que sur chaque argument et contre-argument qu'on a pu avancer, on a tout démontré pour s'assurer de la robustesse de notre approche, en s'appuyant notamment sur de la vérification formelle et de la simulation, de manière à couvrir l'ensemble du domaine possible. Les next steps qu'on a suivis déjà, donc d'où les articles qui vont sortir et qu'on va continuer à suivre, c'est donc, comme je l'ai dit, de continuer notre approche assurance case et de pousser cet effort de certification jusqu'au bout et de produire un document de certification. Donc, si vous êtes intéressé, je vous invite à continuer à suivre ces travaux. Et on travaille également sur la frugalité, donc arriver à réduire la taille des réseaux de neurones, donc de l'optimisation par différentes approches, de manière à avoir in fine des systèmes qui soient le moins consommateurs possible, notamment d'un point de vue énergétique. Et donc, si ça vous intéresse, je vous invite à suivre, allez vous connecter sur la page deal.ai, qui est la page du projet Deal. Et sinon, pour des approches, pour vulgariser un petit peu sur de travaux, de nous suivre sur la page de Scalian, scalian.com. Et je vous remercie pour votre attention, ici ou en ligne, et je vous invite à poser vos éventuelles questions. Okay, merci beaucoup. Donc, là, on a une salle pour applaudir. Donc, il n'y a pas encore de questions sur le chat, mais bon, si ça vous vient, là, vous pouvez, je suis devant. Donc, alors moi, je vais poser je vois qu'il y a des questions dans la salle. Alors, le problème, c'est qu'il n'y en a pas forcément de micro mobile. Ouais. Tiens, tu peux... Ouais, du coup, j'avais une question sur cette approche. C'est que, en fait, souvent, sur les réseaux de neurones, on a des problèmes d'explicabilité des décisions. Est-ce que dans des enjeux comme ça, où il y a des vies humaines en jeu, tout ça derrière, c'est pas justement rédhibitoire, ce côté difficilement explicable des décisions des réseaux de neurones? Ouais, c'est une très bonne question, merci de l'avoir posée. Le projet Deal, comme il a cette mission de pousser la certification, il va s'appliquer à identifier les différents points de blocage de la certification. Et effectivement, l'un des grands points de blocage, c'est la confiance. Enfin, la certification, c'est une histoire de confiance. Est-ce qu'on est prêt à faire confiance à quelque chose, un avion aujourd'hui, une IA demain? Pour faire confiance à une IA et sa décision, il faut de l'explicabilité. On ne peut pas l'éviter, il faut de l'interprétabilité, il faut d'autres propriétés, de la confiance dans les données qui ont permis l'apprentissage des modèles,
Il y a un ensemble de propriétés que l'on veut s'assurer que les modèles puissent porter. L'explicabilité est au cœur des intérêts du projet DEAL. Au tout départ du projet, on s'est concentré en tout premier sur l'explicabilité et ensuite on a rajouté des considérations autour. Mais effectivement, aujourd'hui, l'un des points de blocage pour aller plus loin dans l'assertif, c'est ça. Donc concrètement, il y a des initiatives au sein de ce projet et d'autres, Confiance AI aussi par exemple sur un autre 3IA, qui travaillent à produire des librairies qui vont justement pour permettre d'implémenter des fonctions d'explicabilité locale ou générale sur les algos d'IA. On est dedans, tout n'est pas encore abouti, mais ce sont des travaux vraiment très très d'actualité. Ok, donc j'avais une petite question technique. Si je comprends bien, donc il y a ces réseaux de neurones. Alors d'abord, en gros, on regarde ce qui se passe et on a il y a un test qui vérifie est-ce que je suis dans un des cas que mon réseau de neurones gère mal, c'est ça? Et donc si c'est pas le cas, j'envoie au réseau de neurones avec un S, donc les meilleurs réseaux de neurones. Sinon, j'utilise la lookup table habituelle, quoi, globalement. Et combien ça coûterait? À quel point ça coûterait plus cher de faire apprendre mieux le réseau de neurones, parce qu'une fois qu'on connaît il y a comme ça des jeux avec l'adversaire qui permet de renforcer le réseau de neurones. Alors, est-ce qu'il n'y avait pas une approche qui permettrait de tout caser dans le même réseau? Alors, est-ce qu'on prendrait le risque de faire confiance intégralement à un réseau de neurones on pourrait toujours faire de la vérification formelle derrière pour s'assurer qu'il est effectivement couvert l'intégralité du domaine d'entrée? Est-ce qu'on peut optimiser les résultats qu'on a aujourd'hui? Oui, clairement, en fait, comme c'est le jeu d'ailleurs du machine learning, c'est toujours de pousser l'hyperparamétrisation jusqu'à trouver le meilleur set pour avoir la meilleure performance, ou alors avoir une attaque adversariale qui permette effectivement. Dans ce cas particulier, ce qui nous limite, c'est que le jeu d'apprentissage est contraint. C'est qu'une fois qu'on a pris l'ensemble du domaine d'entrée qui a servi au lookup table, on ne peut pas en inventer plus et on ne peut pas aller chercher plus de données. Donc là, on sait qu'on a déjà utiliser toutes les données possibles imaginables. Tout ce qu'on peut faire, c'est un peu jouer effectivement sur l'architecture des réseaux, sur leurs hyperparamètres, et avec ça, espérer avoir plus de performance à l'arrivée. Mais quoi qu'il advienne, je suis à peu près certain qu'on n'arriverait pas à reproduire à l'identique la fonction d'origine qui a été utilisée par le MIT. Donc là, on fait un surrogate, on essaye d'approximer cette fonction sans la connaître, mais je suis à peu près certain qu'on n'arrivera probablement pas, même avec un temps excessivement long, à exactement retrouver la fonction. C'est une intuition. Ok, parce que ça ressemble presque à un problème de compression en fait. C'est un problème de compression. C'est vraiment, si vous aviez une manière de représenter votre lookup table de manière très compacte, ouais. En fait, vous avez gagné, quoi. Oui, finalement, on peut le voir aussi comme ça. Ouais. Alors là, on ne cherche pas à comprimer les lookup tables, mais bien à reproduire la fonction qui génère les coûts qui sont dans la lookup table. Mais l'une des approches alternatives pourrait être effectivement de compresser ou de comprimer effectivement les lookup tables. Ok. En tout cas, c'était très intéressant. Merci beaucoup. Merci à vous. Alors, je vérifie juste s'il y a une question sur le chat. Non, toujours pas. Ok, là, le temps qu'on fasse le changement, si on veut rester dans le timing, c'est parfait. Donc, merci beaucoup et bravo pour le timing. Merci à vous. C'était parfait. Donc on se retrouve dans 2 minutes pour le temps que la prochaine présentation se prépare.